Merci de votre présence. Alors, je suis honorée d'être là aujourd'hui avec Josiane Corneloup pour vous présenter le rapport qu'on a présenté ce matin en comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques sur la prise en charge des troubles psychiques chez les personnes placées sous main de justice. La santé mentale a été désignée grande cause nationale en 2025, un enjeu majeur du XXIe siècle, avec une augmentation marquée des troubles psychiques accentuée depuis la crise sanitaire. Le rapport d'information de la mission sur la prise en charge des urgences psychiatriques, présenté en décembre 2024 par nos collègues Sandrine Rousseau et Nicole Dubreuil-Chirac, appelait à approfondir les travaux sur la prison, identifiée comme un point d'entrée majeur dans les soins psychiatriques. Conformément à cette préconisation, le périmètre d'étude a été élargi à l'ensemble des personnes sous main de justice dans le champ pénal, que ce soit en milieu fermé ou ouvert. La mission a mené ses travaux dans un esprit d'ouverture, d'écoute et de rigueur, en associant largement les parties prenantes concernées dans les champs de la santé et de la justice à tous les niveaux, nationale, régionale et locale. Nous avons auditionné plus de 100 personnes, il y a aussi des questionnaires et des déplacements sur le terrain. La mission a également eu accès à plusieurs rapports non publiés, émanant notamment des inspections générales ou du Conseil national des barreaux. Je vais laisser ma collègue Josiane Corneloup évoquer le constat. Merci beaucoup. Après cette présentation du déroulé de la mission, je vais vous dresser le constat qui résulte de nos travaux. De façon totalement unanime, depuis 2010, la santé mentale des personnes placées sous main de justice s'est gravement détériorée. Les troubles psychiques explosent, quand dans le même temps, les capacités de soins se réduisent, entraînant une pénalisation alarmante de la maladie mentale. Alors d'abord, en milieu fermé, nous avons une surreprésentation des troubles à tous les stades de la détention. À l'entrée, les troubles psychiatriques sont 3 fois plus représentés que dans la population générale, jusqu'à 8 fois plus pour les addictions. À la sortie, 2 tiers des hommes et 3 quarts des femmes présentent un trouble psychiatrique ou addictif. Nous avons une population qui est caractérisée par des cumuls de troubles psychiatriques, addictifs et des troubles du neurodéveloppement, ce qui bien évidemment complexifie la prise en charge dans un système comme le nôtre qui est très compartimenté avec une prise en charge en silo. Nous avons une part importante des détenus qui seraient concernés par des troubles de l'attention avec hyperactivité ou non. Nous avons une population qui est marquée par des carences éducatives. Plus d'une personne détenue sur 2 a connu une mesure d'assistance éducative pendant l'enfance et des traumatismes subis dans l'enfance, 75% des hommes et 85% des femmes. Un parcours pénal souvent marqué par la récidive qui commence dès l'enfance. Nous avons une dynamique d'aggravation en milieu fermé comme en milieu ouvert avec une explosion des besoins de prise en charge. En détention, un constat empirique unanime d'augmentation des troubles avec des tableaux cliniques plus sévères, plus complexes, une architecture de soins incomplète et sous-dimensionnée. Une pénurie des moyens qui ne cesse de se dégrader, tant en termes de lits dédiés à la psychiatrie dans le droit commun, que par le nombre de psychiatres qui ne cesse de décroître. Nous avons des contraintes carcérales croissantes avec une surpopulation, une augmentation spectaculaire de cette population jusqu'à 150%, qui aggrave les conditions de détention, une sous-activité, nous avons des violences exacerbées entre les détenus, plus 72% en 4 ans. Les surveillants sont de plus en plus exposés à cette violence. Nous avons un accès aux soins de plus en plus entravé, avec 30 à 40% des rendez-vous non honorés. Les spécialistes observent une forme de déplacement de l'hôpital psychiatrique vers la prison, la présence en prison d'un nombre croissant de personnes qui n'y ont pas leur place et qui sont là parce qu'elles n'ont pas été suffisamment prises en charge dans le milieu ordinaire. En milieu ouvert, nous avons une explosion des besoins de prise en charge, illustrée partiellement par le nombre de personnes concernées par des mesures de soins ordonnées par la justice, qui a plus que doublé en 10 ans, passant de 35 000 en 2014 à plus de 73 000. Pour les mineurs, les troubles sont plus fréquents, plus complexes, plus sévères, et des addictions diversifiées, presque généralisées. Des difficultés accrues d'accès aux soins coordonnés et adaptés. Nous avons une situation particulièrement alarmante pour les mineurs qui méritent une analyse spécifique, avec un effort tout particulier sur la prévention en amont. Le pilotage est indiscutablement à refonder. Nous avons une politique publique qui est minée par des cloisonnements et des incompréhensions. Il faut décloisonner la gouvernance, refonder le pilotage,
sortir d'un pilotage aveugle dépourvu de données, sans aucune culture de l'évaluation, et un effort de formation massif doit être déployé avec des formations communes et croisées. La pénalisation de la maladie mentale, une dérive alimentée par la crise du soin, de la justice et de la prison. Nous avons en effet un effondrement de la psychiatrie publique qui pousse à l'incarcération, un manque criant de soins psychiatriques en amont qui explique l'arrivée de nombreuses personnes malades en prison, et faute de prise en charge extérieure, et bien à leur sortie, malheureusement, beaucoup y retournent. La psychiatrie publique est dépassée par l'augmentation des besoins, et de ce fait, elle abandonne les plus vulnérables. Résultat, l'hôpital psychiatrique semble peu à peu être remplacé par la prison. Le système de santé profondément affaibli ne parvient plus à répondre aux besoins des plus vulnérables en l'absence de dispositifs adaptés pour des publics susceptibles de basculer dans le champ pénal. Nous avons par ailleurs un parcours judiciaire défavorable aux personnes souffrant de troubles psychiques. Les malades mentaux sont mal identifiés par la justice, l'irresponsabilité pénale est rarement reconnue, simplement 0,5% des cas en 2023, en particulier à cause de lois restrictives, d'une expertise dégradée. Nous avons un manque cruel de psychiatres experts. La garde à vue ne permet pas une évaluation fiable et l'expertise arrive souvent trop tard, après la détention provisoire. La justice fait face à de nombreux freins qui empêchent la reconnaissance et la prise en compte des troubles psychiques et favorisent la surincarcération des personnes malades. Cette surincarcération est aggravée par des procédures inadaptées. Les personnes malades subissent des peines sans réelle prise en compte de leur discernement altéré. Les procédures rapides et l'absence d'alternatives les désavantagent. La prison devient alors un lieu de soins par défaut, tandis que l'accès aux aménagements ou suspensions de peine pour raison médicale reste très limité. Au regard de tous ces constats, nous avons formulé plus de 100 préconisations. Je vais simplement vous citer celles qui me paraissent fondamentales. La première, agir sur les facteurs de pénalisation de la maladie mentale avec une meilleure prise en charge en amont de ces personnes. Améliorer la prise en charge en détention, lutter contre la surpopulation dans les prisons et augmenter la capacité en soins. Préparer et accompagner la sortie. Trop souvent, il y a des sorties sèches qui sont prononcées sans pouvoir justement préparer et organiser cette sortie. Redonner sens aux soins ordonnés par la justice. Placer les jeunes. On a vu que les mineurs étaient une population particulièrement vulnérable. Il est essentiel de les placer au cœur des priorités et d'avoir des mesures préventives en amont, en particulier pour ces jeunes de l'aide sociale à l'enfance et ces jeunes qui sont en proie à des troubles addictifs. Il est nécessaire de décloisonner la gouvernance, en particulier une gouvernance à deux têtes, santé-justice, et de refonder le pilotage en ayant des données sûres et des évaluations régulières. Et puis, quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, ce sont les expérimentations. De nombreuses expérimentations ont été conduites. Malheureusement, celles-ci n'ont pas été évaluées. Il y a une évaluation en cours, mais je pense qu'elle arrive tardivement, mieux vaut tard que jamais. En tout cas, elle me semble tout à fait pertinente, à la fois au regard des émotes, qui sont les équipes mobiles transitionnelles qui visent à mieux accompagner les sortants de prison avec des équipes pluridisciplinaires pour que cette sortie soit facilitée et qu'on puisse lever tous les freins. Nous avons des délais en termes de démarches administratives très importants, des problématiques également d'accès aux soins avec des structures qui parfois refusent ces sortants de prison. Et nous avons également un déploiement d'alternatives à l'incarcération assez nombreuses, notamment inspirées de modèles nord-américains, qui proposent généralement un accompagnement individualisé, pluridisciplinaire, centré sur les causes du passage à l'acte, l'addiction, la précarité, les troubles psychiques. Et ces alternatives reposent sur une participation active du magistrat et une coordination étroite entre les acteurs impliqués, ce qui est tout à fait l'opposé de ce que nous voyons dans le cadre habituel. Donc je pense que ces expérimentations doivent être évaluées pour savoir si nous devons les déployer beaucoup plus largement. Je vous remercie. Pour prolonger ce qui a été dit, beaucoup
beaucoup de choses ont été dites, mais vous voyez que le rapport démontre aisément les multiples dysfonctionnements qui existent dans la prise en charge des troubles psychiques chez les personnes chez main de justice. Multiples dysfonctionnements aussi sur des services et des différents ministères, différents dispositifs qui se croisent. Je pense évidemment à l'ASE qui est vraiment défaillante aujourd'hui. On a bien vu dans toutes nos auditions, dans tous nos déplacements, à quel point la défaillance de l'ASE sont ressorties. Il y a un réel impact sur le parcours de vie des personnes et, qui peut potentiellement les amener du coup à l'incarcération, à avoir des troubles psychiques. Donc il est vraiment urgent de remettre les moyens dans l'aide sociale à l'enfance. Aujourd'hui, nous, la société, nous ne protégeons pas nos enfants et il faut vraiment le faire beaucoup plus sérieusement. Évidemment, tu l'as évoqué, la crise de la psychiatrie publique qui ne peut pas aujourd'hui, qui ne peut plus prendre en charge en amont, qui soit le fait mal, soit provoque des ruptures de soins. Et il est urgent aussi de remettre les moyens dans ce service public de psychiatrie publique et aussi la justice qui aujourd'hui n'a non plus pas les moyens de mener à bien ses missions et notamment d'avoir un regard plus affiné sur la situation des personnes avec des troubles psychiques. Tu as bien évoqué les difficultés pour les magistrats, pour les juges face à ces profils. Alors tu l'as dit, sans préconisation, c'est beaucoup pour un rapport, mais la situation est telle qu'on voit qu'il faut presque tout reverser en fait et changer vraiment de braquet dans la vision de ces prises en charge. Et donc on a 100 préconisations qui vont un peu, on a évoqué certaines en amont en fait sur la prévention. Moi j'en ai retenu quelques-unes qui est par exemple d'exclure de la comparution immédiate les personnes dont il est flagrant et dont il y a déjà un diagnostic sur l'altération du discernement. On propose aussi de mettre en place une permanence où, qui a la présence d'un personnel de santé spécialisé en santé mentale dans chaque commissariat, unité médico-judiciaire, pour que dès la garde à vue, on puisse au moins repérer les difficultés, les troubles, et pouvoir orienter et avoir la suite de la procédure qui tienne déjà compte de ces difficultés. L'une des problématiques majeures, évidemment, c'est le temps de la détention. Quand on a un trouble psychique, avec en plus aujourd'hui des politiques de surenchère pénale qui provoquent une surpopulation carcérale, qui complexifie encore plus les prises en charge. Donc nous avons des conditions de détention qui sont dégradées et de coup deviennent dégradantes. Et quand je dis ça, je pense aux personnes détenues, mais aussi aux professionnels, en premier lieu les professionnels de la pénitentiaire, qui sont en première ligne face à ces difficultés, nous l'ont dit, hein. Ils sont en difficulté. Certaines, d'ailleurs, les demandes de formation sont assez parlantes sur ce sujet. Et donc voilà, on propose aussi de continuer les formations des professionnels, mais aussi de corréler le financement aux effectifs réels. Aujourd'hui, en détention, les effectifs sont faits sur les chiffres théoriques, mais avec la surpopulation carcérale, ça ne correspond plus du tout. Et il nous semble important aussi de travailler une convention police-justice-psychiatrie sur tous les territoires pour que chacun puisse se connaître. On a bien vu, hein, les initiatives locales, ça marche aussi par des personnalités, le fait d'échanger ensemble, de se connaître et donc de systématiser ces conventions. Et je crois que notre rapport le démontre, on ne peut plus passer à côté de la discussion autour de la régulation carcérale, qui aujourd'hui devient pour moi l'une presque des préconisations prioritaires. Il y a également l'enjeu de la sortie de détention. Et là, on a vu beaucoup de trous dans la raquette face à cette situation où on voit des personnes qui sortent de détention, qui n'ont pas accès de suite à leurs droits sociaux, qui retombent dans une boucle de précarité. Et on connaît la difficulté dans ces cas-là et le risque de récidive. Donc on propose un renforcement de temps d'assistance sociale pour accompagner les personnes et pouvoir limiter ce délai qu'il y a pour accès aux droits sociaux. Du coup, l'accès aux soins aussi, il y a souvent des ruptures de soins, parce que assez étonnamment, certaines personnes, par la détention, vont rentrer dans le soin psychiatrique, ce n'était pas le cas avant, et en sortie de détention, retournent dans une rupture de soins. Donc on propose de travailler le lien, le maillage pour éviter ces ruptures de soins, et on sait qu'il y a des dispositifs qui existent dans le département, il y a les CPTS, qui peuvent aussi rentrer peut-être dans ce travail de coordination sur le territoire. Tu as évoqué la question du pilotage et de la gouvernance, c'est assez marquant, assez probant dans notre rapport. Donc on propose en effet d'avoir un portage vraiment interministériel sur ces questions-là, que tous les acteurs se mettent autour de la table et échangent vraiment, qu'on sorte un peu, on a eu certaines postures les uns envers les autres, et évidemment que chacun fasse des efforts de mesure d'attractivité pour que ce soit dans le sanitaire ou dans le pénitentiaire, on puisse avoir des recrutements massifs.
un rapport en effet sur les mineurs, qui est vraiment une situation très inquiétante, qui pourrait être un rapport à lui tout seul. Donc là, pareil, dans les mesures, on propose de réfléchir à des alternatives à l'incarcération. Je pense que c'est vraiment pour les mineurs, ne pas leur donner les chances de sortir de ce parcours et du cercle dans lequel ils s'enferment. Et on propose l'extension de contrôle, la possibilité de contrôle à la défenseur des droits dans les foyers, dans les lieux tenus par l'aide sociale à l'enfance et aussi les structures ouvertes de la PJJ, car aujourd'hui ils sont exempts de ces contrôles. Alors voilà, sans préconisation, donc on ne va pas toutes les lister. En tout cas, voilà, ce rapport va être transmis au ministère concerné, ministère de l'Intérieur, ministère de la Justice, mais aussi ministère de la Santé. Nous allons solliciter les commissions des affaires sociales et les commissions des lois pour présenter le rapport au commissaire. Que l'idée, c'est que ce rapport serve, éclaire nos collègues, éclaire l'Assemblée et qu'on puisse enfin avoir des décisions publiques qui aillent dans le bon sens pour améliorer ces situations.